Bonjour à tous, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Si quelqu'un peut nous dire s'il nous entend bien. Bonjour. Bonjour, pas de Bonjour. son. Est-ce que ça marche? Bonjour Cédric, est-ce que quelqu'un nous entend Est-ce que vous pouvez effectivement… nous dire? Ah oui, il y a 15 secondes d'écart. Oui, parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, vous aurez la possibilité durant tout ce webinaire de poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et pour les questions qu'on n'aurait pas traitées durant le webinaire, on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Je laisse la parole à Delphine ou Cécile, peut-être. Oui, alors je vais commencer. Alors bonjour à tous, on va pouvoir effectivement démarrer notre atelier. Donc on se rejoint aujourd'hui dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc pour rappel, c'est un événement qui a lieu donc du 6 au 17 octobre 2025. C'est organisé donc par l'APEC et par Avenir Actif. C'est un événement qui est national et l'idée c'est de pouvoir animer donc plusieurs webinaires, ateliers 100% numériques, tout en distanciel, sur différentes thématiques, aussi bien à destination des entreprises que directement des salariés. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site des semaines de l'évolution professionnelle.fr. Et effectivement, le support vous sera transmis à la fin de la présentation. Vous pouvez le trouver. Non, vas-y Sophie. Non, excuse-moi, Cécile, le support ne vous sera pas transmis, mais par contre, vous aurez accès au Oui, replay. c'est ça. Et Pardon. sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Exactement. Voilà, c'est ça. Hop, donc on va se présenter. Delphine, je te laisse peut-être commencer. Donc bonjour à tous, moi je suis Delphine Richard et je suis chargée de la promotion du conseil en évolution professionnelle pour le groupement Avenir Actif. Et donc, moi, je suis Cécile Le Foul et comme Delphine, je suis chargée de la promotion du conseil en évolution professionnelle pour Avenir Actif pour la région Bretagne. Alors, on va donc vous proposer un sommaire en deux temps. Tout d'abord, on va essayer d'être le plus exhaustif à l'instant T donc sur le panorama des dispositifs de financement de formation. Et puis, on fera ensuite un focus sur le conseil en évolution professionnelle, donc le CEP. Qu'est-ce que c'est et à qui il est destiné? Et puis, peut-être à quoi ça sert? Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les dispositifs de formation sont amenés à évoluer assez souvent. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe à l'instant T. Donc, on va vous en présenter plusieurs, et notamment ceux pilotés par les transitions professionnelles, hein, qui sont des organes régionaux. Donc, vous en avez d'où que vous veniez, vous en avez forcément un dans votre région. Donc, on a décidé de vous les présenter en fait sous trois volets, selon trois volets. Donc, un premier, les volets en fait sont plutôt déclinés selon l'initiative des formations. Donc, il y a d'abord un premier volet concernant les formations qui sont plutôt à l'initiative de l'employeur et donc avec des financements qui peuvent venir du plan de développement des compétences, avec un partenariat ou un cofinancement OPCO de l'organisme collecteur auprès desquels les entreprises cotisent. Il y a également les dotations volontaires ou les droits supplémentaires concernant le CPF, hein, les comptes personnels de formation que nous avons tous en tant que salariés. Et puis, il y a également le FNE formation, qui est un dispositif très spécifique qu'on déploiera également pour vous. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les formations qui sont demandées d'un commun accord, c'est-à-dire salariés et entreprises. Donc, il y a les contrats en alternance qui sont
de plusieurs ordres et qui ont souvent également des financements OPCO. Et puis, il y a les transitions collectives. Donc là, c'est vraiment très spécifique. En fait, c'est un dispositif qui est, on aura l'occasion de vous le dire, qui a été mis en œuvre au moment du Covid et qui perdure aujourd'hui, mais qui est un petit peu aléatoire selon les régions. Donc, on vous amènera évidemment à regarder un petit peu ce qui se passe dans vos régions respectives. Et donc, ce dispositif est également porté par Transition Pro. Et puis après, il y a toutes les formations qui sont à l'initiative du salarié, et donc avec des financements émanant de votre CPF, ou possiblement avec des abondements du C2P, donc c'est le compte professionnel de prévention. On aura l'occasion également de vous le dire, de vous préciser ce que c'est. C'est plutôt piloté, le CPF et le C2P sont pilotés par la Caisse des dépôts et consignations. Donc là, ne retenez pas tous les acronymes. La Caisse des dépôts et consignations, c'est vraiment l'organe qui gère les CPF et C2P. Il y a également les deux dispositifs très spécifiques de financement qui sont le FUR et le FIPU. Et puis un autre dispositif qui est donc le PTP, le projet de transition professionnelle quand on veut se reconvertir. Et puis, un autre dispositif très spécifique qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Ces derniers dispositifs sont également portés par nos transitions pro régionaux. À côté de tous ces dispositifs, il y a également la VAE et le bilan de compétences, VAE, validation des acquis et de l'expérience, qui sont deux dispositifs d'accompagnement bien particuliers. Marlène nous demande si on est au chômage, si nous sommes au chômage, est-ce que... Alors, on aura l'occasion, quand on va vraiment vous détailler ces différents dispositifs, de vous préciser les choses. Marlène, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes au chômage, c'est-à-dire inscrite à France Travail, mais possiblement avec un contrat type CDD ou un CDI à temps partiel ou une mission intérimaire, il y a peut-être quand même des dispositifs qui vous sont accessibles. Si vous êtes demandeur d'emploi, donc inscrite à France Travail, sans contrat et sans mission, là, les dispositifs seront portés sur le plan financier plutôt par les France Travail et potentiellement vos régions. Une question de Sylvie qui nous demande si les formations interprofessionnelles sont-elles retirées des droits du CEP? Qu'est-ce que vous entendez, Sylvie, par interpro, ou Cécile, peut-être que tu comprends la question? Non, justement, je me posais la même question. Et Marie-Ange qui nous demande, et pour les auto-entrepreneurs, peut-être qu'on va dérouler et on aura aussi des réponses plus tard. Oui, puisque Marie-Ange, vous avez également un CPF. Vous pouvez aussi avoir un FAF, un fonds d'assurance à la formation. C'est ça. Donc, vous pouvez aussi avoir ce type de financeurs. Ce sont des choses de toute façon qu'on va évoquer dans le déroulement. Ok. Alors, dans un premier temps, on va vous parler effectivement des financements qui sont possibles à l'initiative de l'employeur. Et on va commencer donc par le plan de développement des compétences, le PDC. Donc, je veux bien que tu changes, Sophie, la slide. Pardon. Oui. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, le plan de développement des compétences, donc, qui permet de recenser l'ensemble des actions de formation qui sont retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quel que soit le niveau d'ancienneté du collaborateur. En fait, tout salarié peut être formé par son entreprise. Et donc, dans le cadre du plan de développement des compétences, l'entreprise peut proposer de financer des formations, donc toute formation obligatoire, ça peut être des CACES, des habilitations, des choses comme ça, des formations qui sont nécessaires aussi à la réalisation de ses missions dans son poste, et des actions de formation qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent d'être plus à l'aise dans l'élaboration de ses missions et de son poste, donc comme bilan de compétences, la VAE, les actions de lutte contre l'illettrisme, CLEA, etc. CLEA, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, CLEA, c'est un dispositif qui permet d'obtenir des compétences clés, des compétences de base en français, en maths. Il existe également CLEA numérique pour les personnes aussi qui ne sont pas très à l'aise avec les outils numériques. Voilà, il y a plusieurs sujets, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les compétences clés. Ces formations, elles peuvent être suivies
En situation de travail, donc c'est ce qu'on appelle en AFEST, en fait, c'est-à-dire que vous suivez, vous êtes dans votre entreprise et vous avez un tuteur dans l'entreprise qui est nommé et qui vous permet de pouvoir être formé directement en situation de travail. Les formations peuvent autrement se faire en présentiel, donc dans un centre de formation ou en distanciel. Ça peut également être, sur le temps de travail ou hors temps de travail. Donc là, c'est pareil, c'est toujours en accord avec votre entreprise. Ce sont des négociations, qui sont menées avec l'entreprise. Pendant ces formations, le collaborateur conserve son statut de salarié, puisqu'il est bien toujours salarié de son entreprise, et il continue de percevoir son salaire et sa protection sociale. Et les entreprises donc de moins de 50 salariés peuvent également bénéficier d'une aide de financement par le biais de leurs OPCO, les opérateurs de compétences, qui peuvent également, intervenir. Alors, le deuxième fonds qui est plutôt à l'initiative de l'employeur et fonds qui peut être mobilisé par lui, c'est le Fonds national de l'emploi. Et donc, il a pour objectif de maintenir les salariés en emploi et de développer leurs compétences afin d'accompagner au mieux les entreprises éligibles dans leur transition écologique, numérique et ou agroalimentaire. En fait, il y a quand même une priorité par rapport aux formations financées, c'est celles qui permettent le maintien dans l'emploi ou l'employabilité des seniors. Et puis, ces formations, ce fonds, il est vraiment plutôt prioritairement, je vais y arriver, pour des formations inscrites donc dans la famille des métiers de production, de maintenance, de management, de logistique, de vente. Donc, en fait, il y a vraiment des listes qui sont très spécifiques. Et qui peut prétendre à ce dispositif? Donc, tous les salariés, sauf donc, si vous êtes en alternance, si vous avez une notification de rupture du contrat de travail, sauf pour les salariés qui sont appelés à quitter l'entreprise, dans le cadre, par exemple, d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective, et pour lesquels peuvent être mis en place d'autres dispositifs. Donc, ils ne rentreront pas dans ce FNE. Et donc, les coûts éligibles dans le cadre de la prise en charge au titre du RGEC comprennent les frais de personnel des formateurs, les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants, les coûts des services de conseil, les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts un petit peu plus généraux indirects. Alors, l'aide de ce FNE, il est variant en fait selon le nombre de salariés et selon le CA annuel. Et donc, par exemple, ce qui est appelé les petites entreprises, c'est celles qui ont moins de 50 salariés et celles pour qui le bilan annuel donc n'excède pas 10 millions d'euros, en fait, auront un cofinancement à hauteur de 70% du coût total de la formation. Pour celles qui sont appelées moyennes et donc qui ont moins de 250 salariés et dont le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, pourront avoir une aide à hauteur de 60%. Et puis pour les grandes entreprises, donc c'est celles qui ne rentrent ni dans la case 1 ni dans la case 2 et auront une aide à hauteur de 50%. Il y a Anne-Sophie qui nous demandait un peu plus haut si on pouvait bénéficier de 2 formations financées l'une après l'autre. Alors, est-ce qu'Anne-Sophie peut préciser? Et entre-temps, il y a Ludovic qui nous demande quelles sont les entreprises qui ne sont pas éligibles au FNE. Celles qui ne sont... Pardon, moi j'ai mon écran qui s'est complètement bloqué là. Alors, vous m'entendez, mais mon écran s'est coincé. En fait, c'est celles qui sont vraiment dans une transition écologique, numérique et ou agroalimentaire. En fait, il faut quand même que ce soit en lien avec de l'innovation. C'est vraiment très, très spécifique. Donc, il faut se renseigner auprès de l'OPCO. Ok. Sylvie nous demande, les formations interprofessionnelles sont-elles retirées des droits CPF ou CFP? Cécile, est-ce que tu peux prendre le relais? Je pense que je vais me déconnecter pour me reconnecter. Je ne comprends pas ce que ça veut dire interprofessionnel, enfin, ce que la personne entend par ça. Oui, François, on répond à quelques questions au fur et à mesure parce qu'il y en a beaucoup, mais on répondra aussi aux questions plus tard. Est-ce que tu continues, Cécile? Oui,
tout à fait. Donc ensuite, il y a une possibilité, voilà, que l'employeur en fasse une dotation volontaire sur le compte CPF d'un salarié, donc le compte personnel de formation. Aujourd'hui, donc, tout salarié possède un compte personnel de formation. Donc c'est une somme, hein, qu'on cotise tous les ans à partir du moment où on travaille sur une année entière à 100%, on a jusqu'à 500 € par an ou 800 € par an pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont une formation inférieure au bac. Et en fait, l'entreprise peut venir abonder, peut venir amener une dotation sur le compte CPF de son salarié, de son collaborateur, pour pouvoir cofinancer une formation si le projet permet à un salarié d'évoluer au sein de son entreprise. Donc l'idée, c'est de pouvoir inciter ses collaborateurs à pouvoir se former. Et le versement peut aller au-delà des plafonds, parce qu'aujourd'hui, un compte personnel de formation est plafonné à 5 000 € ou à 8 000 € pour des personnes en situation de handicap. Le fait d'avoir un abondement de l'entreprise permet d'aller au-delà de ces plafonds. Donc, quelqu'un qui a déjà 5 000 €, par exemple, peut avoir un abondement de son entreprise, 2 000 €, 2 000 €, 3 000 € en fonction du besoin. Mais en tout cas, voilà, on peut aller au-delà des plafonds. Et pour ce faire, l'entreprise va pouvoir se connecter directement sur l'espace des employeurs et des financeurs pour pouvoir faire sa dotation directement sur le site internet. Alors, donc, on va passer maintenant aux formations qui sont souhaitées d'un commun accord. Pardon. Alors, il y a donc les contrats en alternance que vous connaissez peut-être. Donc, en fait, il y en a de deux types et on les a mis sur le même tableau pour que vous puissiez un petit peu les comparer. Donc, on va d'abord regarder les contrats d'apprentissage dont l'objectif est d'obtenir un diplôme ou un titre qui peut durer ce contrat d'apprentissage de 6 mois jusqu'à 3 ans, qui est plutôt destiné, donc, je dirais, aux jeunes, c'est-à-dire aux 16-29 ans révolus, mais qui peut être également accessible pour les personnes en situation de handicap, pour les créateurs et repreneurs d'activités, et puis les sportifs de haut niveau. Donc, pour ces dernières catégories, pas de limite d'âge. Les formations peuvent concerner les diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, supérieur, et les titres pro dépendant du ministère du Travail. La rémunération sera proportionnelle à l'âge, donc elles peuvent aller de 27% du SMIC à 100% du SMIC, également proportionnelle au niveau d'études. Donc, plus l'âge augmente et est important et plus le niveau d'études est haut, eh bien, plus vous aurez un pourcentage du SMIC élevé. Et quelles aides peuvent obtenir les entreprises qui signent un contrat d'apprentissage? Alors, en passant par leur OPCO, elles peuvent avoir un financement. Elles peuvent également avoir une aide au recrutement d'alternants pour les contrats qui sont conclus, qui étaient conclus donc, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Il peut y avoir également 4 000 € maximum versés par la GFIP pour l'embauche d'une personne en situation de handicap. Et puis, il peut y avoir également des exonérations de cotisations et de contributions sociales, patronales et salariales, mais là, sur certaines conditions. Et si on regarde le contrat de professionnalisation, eh bien, l'objectif est une qualification professionnelle. Le contrat de professionnalisation est plus court puisqu'il dure de 6 à 12 mois. Il est plutôt pour les 16 à 25 ans révolus, mais également ouvert aux demandeurs d'emploi qui ont plus de 26 ans et pour d'autres bénéficiaires pour qui on ne demanderait pas de conditions spécifiques, mais qui peuvent être bénéficiaires donc, de l'allocation adulte handicapé, du RSA, de l'ASS et du CUI, c'est un contrat d'insertion. J'ai quelques questions. Ah oui, pardon, j'ai cru que tu avais fini. Non, les formations accessibles pour le contrat de professionnalisation sont donc les titres et diplômes inscrits au RNCP. C'est un répertoire national des certifications professionnelles.
ou qui peuvent être reconnus selon la convention collective nationale de la branche, ou ça peut être également des formations qui relèvent des CQP, des certificats de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Comme pour le contrat d'apprentissage, la rémunération est proportionnelle selon l'âge et le niveau d'études, donc proportion du SMIC, donc, qui varie entre 55 et 100%. Les aides et les financements dont peuvent bénéficier les entreprises qui mettent en œuvre ces contrats de professionnalisation sont des aides de l'OPCO. Donc, une aide de 5 000 € maximum qui peut être versée par l'AGEFIP pour l'embauche d'une personne en situation de handicap. Et il peut également y avoir des exonérations de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales, toujours sous condition. En attendant les questions sur les contrats d'alternance, peut-être revenir sur des questions. Donc sur, alors pardon, il y a eu beaucoup de questions. Donc oui, Fabienne, pardon. Est-ce que vous pouvez préciser les droits à la formation des auto-entrepreneurs? Quels droits s'appliquent aux auto-entrepreneurs? Quels sont les moyens de financer une formation lorsqu'on est indépendant? Et Marie-Ange dit, je rejoins cette question posée. Est-ce que l'URSSAF peut nous aider? Donc, pour les travailleurs indépendants, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Vous cotisez comme les salariés au compte personnel de formation. Donc, vous pouvez aller créer votre compte directement sur le site internet mon compte personnel de formation.gouv. J'insiste bien sur le .gouv. C'est le site officiel. Et du coup, là, vous aurez directement le montant qui s'affichera, le montant que vous avez cotisé. À cela se rajoutent les FAF, les fonds d'assurance à la formation auxquels vous cotisez. Alors, ça va être en fonction des branches, la branche de votre activité. Vous allez dépendre de telle ou telle FAF. Donc, ça, c'est pareil, vous pouvez aller regarder. Et en fonction des FAF, vous pouvez avoir des fonds aussi d'aide pour vous former. Donc, les montants vont être différents, les prises en charge vont être différentes d'un FAF à l'autre. Donc là, ça va être en fonction vraiment de la branche de votre activité. À quel moment les comptes CPF sont alimentés? Alors, c'est tous les ans et c'est plutôt vers mars-avril de chaque année. Il y a une question de Roland, alors plus sur les contrats d'alternance. Du coup, pourquoi il n'y a pas beaucoup de ces contrats dans les offres? Alors ça va être un peu difficile de vous répondre, Roland, puisqu'en fait, c'est les décisions des entreprises. Alors, il y en a quand même, hein, mais effectivement, l'État essaie de favoriser en fait la mise en place de ces contrats d'alternance parce que ça aide aussi à l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi en les formant directement en entreprise. Alors voilà, nous ne saurons vous répondre pourquoi les entreprises n'en réalisent pas davantage. Et je reviens sur la question des créateurs en statut société et qui ne se versent pas de salaire encore. Est-ce qu'ils ont des droits CPF? Il faut aller voir directement sur le compte. Directement sur le compte. Il faut aller sur son compte et là, vous verrez effectivement si vous avez de l'argent ou pas dessus. Alors, on va vous parler de transition collective, donc un dispositif qui est appelé Transco. Alors, en y mettant beaucoup de précautions, puisqu'en fait, c'est le fameux dispositif dont je vous parlais au départ qui a été créé au moment du Covid pour vraiment soutenir les branches qui étaient en difficulté, comme celle du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, et puis après qui s'est développé à d'autres champs. Hein. Aujourd'hui, on est sur des champs un petit peu plus larges, et pour autant, c'est un dispositif aujourd'hui qui est de moins en moins utilisé, et donc dans certaines régions, il n'a d'ailleurs plus d'existence. Donc, si vous voudrez vraiment aller rechercher si ce dispositif existe dans votre région, eh bien faites cette recherche-là, puisque on ne peut pas vous dire dans telle région ça existe encore ou pas. Je vous laisse libre d'aller vérifier. Donc aujourd'hui, si votre entreprise elle est impactée par des mutations structurelles, conjoncturelles, réglementaires, environnementales, digitales, donc ça peut toucher énormément de secteurs d'activité, ou alors
votre entreprise elle peut être également en difficulté, où il y a un vrai impact sur les métiers, eh bien, la notion de collectif vient du fait que ce dispositif vise une population métier. Ça peut viser, par exemple, je ne sais pas, par exemple, le service comptabilité de votre entreprise, ou puisqu'il va y avoir un nouveau logiciel, un nouvel outil, et il est nécessaire de former tout le monde, par exemple. Eh bien, voilà, en fait, toutes les personnes qui feront de la comptabilité eh bien, peuvent suivre une formation avec un financement qui dépendra de Transco. Alors, transition collective, ça va s'adresser aux salariés donc, qui sont concernés par un métier en évolution, comme je vous le disais, en mutation ou fragilisé, ce qui était plutôt le cas au tout départ de sa création. Pour des salariés qui peuvent être en CDI, en CDD, en contrat de travail temporaire de plus de 6 mois. Et puis, donc, le congé de mobilité, donc pour suivre la formation, va s'adresser aux salariés qui sont vraiment concernés par un métier qui sera mentionné dans l'accord de rupture conventionnelle collective ou de type GEPP de l'entreprise, ou également en CDI. Et donc, sur la base du volontariat, un salarié peut suivre une formation certifiante, c'est-à-dire toujours inscrite dans des répertoires, donc le RNCP dont je vous parlais tout à l'heure, ou le répertoire spécifique, où ça peut être pour se former sur un ou des blocs de compétences d'une certification, ou alors ça peut poursuivre pour réaliser une VAE, une validation des acquis de l'expérience financée par Transition Pro. Ça peut être, cette formation peut durer jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour se reconvertir vers un métier porteur localement. On pourrait très bien imaginer qu'une structure travaillant dans le tourisme, par exemple, doive supprimer une de ses activités. Et donc, eh bien, toutes les personnes travaillant pour cette activité, si elles décident de se reconvertir vers un métier porteur, mais qui sera peut-être pour se reconvertir après à l'externe de son entreprise initiale, eh bien, peut suivre une formation avec un financement Transco. Et donc, Transition Pro qui financerait peut prendre en charge dans ces cas-là les coûts pédagogiques et les coûts de la rémunération. Évidemment, il y a des plafonds de prise en charge et également selon la taille de l'entreprise. Mais si ce dispositif est toujours mis en œuvre dans votre région, c'est quand même un dispositif assez sécure économiquement, puisque ça veut dire que votre rémunération, elle est prise en charge par Transition Pro, ainsi que les coûts pédagogiques de la formation. Pendant la formation, vous restez salarié de l'entreprise. Juste peut-être par rapport à ce dispositif, vous voyez en bas, donc votre interlocuteur à gauche, ce sera Transition Pro, mais vous allez devoir obligatoirement mobiliser le conseil en évolution professionnelle pour utiliser ce dispositif. J'ai quelques questions. Mélanie qui voulait savoir comment connaître les métiers porteurs d'une région. Alors, en allant sur le site de... Alors évidemment, le CEP va pouvoir vous indiquer si le métier que vous visez est bien porteur. Et puis sinon, vous avez sur le site de Transition Pro des listes de métiers porteurs. Et donc là, ça va vous indiquer si le métier que vous visez est reconnu comme porteur ou pas. Et cette liste, évidemment, va varier selon les régions. C'est ça, donc il faut bien aller sur le site Transition Pro de sa région. J'avais une demande comment contacter l'OPCO sans passer par son employeur. Pardon, je n'ai pas entendu la question, Sophie, excuse-moi. Comment contacter son OPCO sans passer par son employeur? Quand on est salarié, on ne peut pas prendre contact directement avec l'OPCO. C'est l'interlocuteur de l'entreprise. Exactement. Et juste Sandrine, je pense que c'est une question qui nous demande quand le plafond de votre CPF est à 5 000 €, il n'augmente plus? Non, c'est plafonné à 5 000 €. Donc, si vous ne l'utilisez pas, effectivement, ça veut dire que vos cotisations ne vont plus se cumuler. On va pouvoir juste passer. Julie qui disait il me semble que Transition Pro avait arrêté le financement des VAE
toutes les antennes l'ont donc remis en place? Alors non, ça c'est aussi des décisions qui sont internes à Transition Pro de façon régionale. Et donc certains effectivement poursuivent le financement de la VAE et d'autres non. Donc vraiment, il vous faut aller sur le site de Transition Pro de votre région. Alors, on va aborder maintenant les financements qui sont à l'initiative du salarié. On va revenir sur le CPF. On va commencer par celui-ci, le compte personnel de formation. Comme on le disait tout à l'heure, tout salarié a un compte personnel de formation. Je veux bien que tu changes la slide, Sophie, s'il te plaît. Merci. Donc, comme on disait, chaque salarié de droit privé qui travaille minimum à mi-temps à 500 € par an de cotiser, donc dans la limite des 5 000 € et 800 € par an pour toute personne en situation de handicap ou ayant une formation inférieure au CAP, dans la limite de 8 000 €. Donc, pour revenir à la question tout à l'heure, effectivement, quand on a atteint le plafond des 5 000 ou des 8 000 €, on ne peut pas aller au-dessus. Donc, c'est d'où la nécessité, effectivement, de pouvoir utiliser finalement cette enveloppe-là régulièrement pour éviter de se retrouver au plafond. Et là, notamment, pour les personnes qui n'y ont jamais touché, ça fait 10 ans que ce dispositif existe. Donc, effectivement, on arrive au plafond pour les personnes qui n'ont jamais utilisé cet argent-là. Comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des abondements en fait au CPF, donc liés à l'employeur, qui peut faire une dotation, mais pas que. Il y a d'autres abondements qui sont possibles, et notamment le C2P, le compte professionnel de prévention. Alors, je ne vais pas le détailler là parce qu'on va le détailler dans la slide suivante. Mais en tout cas, c'est un abondement qui est possible. Vous pouvez également avoir un abondement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou dans le cadre d'un compte d'engagement citoyen. Donc, si à côté de votre poste, de votre emploi, vous occupez une activité dite d'engagement citoyen, vous pouvez également avoir un abondement de votre CPF. Et puis, donc, on l'évoquait tout à l'heure, les abondements dans le cadre de la co-construction sont possibles, donc par le biais de l'employeur, mais également par le biais de la région, des OPCO, de l'État éventuellement, etc. Alors, c'est sous certains critères, certaines conditions, mais c'est des choses qui sont possibles. Et quand on est demandeur d'emploi, France Travail peut également venir abonder le CPF dans le cadre d'un projet de formation. Et le CPF peut être utilisé donc pour mettre en place des formations dites qualifiantes et certifiantes, mais également pour valider des blocs de compétences, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin ou envie de faire une formation dans sa totalité, mais vous avez besoin de faire que certains blocs. C'est possible aujourd'hui de le faire par le biais du CPF. Il y a également des financements qui sont possibles pour effectuer des bilans de compétences. Il y a eu la VAE aussi qui a été évoquée tout à l'heure dans les questions, donc ça peut être financé par le biais du CPF. Il y a le dispositif CLEA aussi, je vais en parler en introduction, pour pouvoir financer des formations de remise à niveau, donc en maths, français, numérique, etc. Pour le permis également, alors sous certaines conditions, il faut vraiment que on n'ait pas d'autres permis, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un permis moto, par exemple, et qui souhaite passer son permis B pour la voiture, ce n'est pas possible. C'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas du tout de permis de conduire, et l'idée étant vraiment de pouvoir faciliter le retour à l'emploi des personnes. Et c'est possible également pour des formations liées à des missions de bénévolat. Donc, c'est pareil, si à côté de votre entreprise, de votre poste, vous êtes bénévole dans une association. Je prends un exemple, je suis secrétaire de l'association dans laquelle je suis bénévole. J'aurais besoin de me former sur des outils informatiques, un petit peu en comptabilité, au moins avoir des bases. Vous pouvez financer ces formations-là par le biais de votre CPF. Et puis, alors, il y a l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. Je suis juste vigilante là-dessus parce qu'effectivement, il y a eu des restrictions budgétaires par rapport à ces formations-là. Donc, il faut bien regarder
ce qui aujourd'hui est éligible ou pas. En tout cas, si vous souhaitez mobiliser votre CPF et que vous posez des questions sur les formations qui sont éligibles, il ne faut pas hésiter à aller directement sur le site, le compte, comme je disais, mon compte personnel de formation.gouv, où là, en fait, vous allez retrouver toute la liste des formations qui sont finançables par le biais du CPF. Alors, beaucoup de questions sur le CPF. Tu veux que je les pose maintenant ou... Oui, oui, tu peux. Oui, alors Christelle nous demande si nous n'utilisons pas le CPF, est-ce qu'à 60 ans, nous ne pouvons plus l'utiliser pour une formation? Est-ce qu'il y a une limite d'âge finalement? Alors, il n'y a pas une limite d'âge, mais par contre, effectivement, le CPF reste ouvert jusqu'à la veille du départ à la retraite. Mathilde nous demande... Peut-être, attends, pardon Oui. Sophie, ce qu'on peut peut-être rajouter quand même, c'est que effectivement, ce compte se clôt à la veille de votre départ en retraite. Vous ne pouvez bénéficier de l'argent qui vous restait sur votre compte et on ne peut pas le céder. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que s'il vous en reste et que peut-être vous partez en retraite dans un an, eh bien peut-être que vous pouvez monter un dossier de financement de formation avant de partir. Et même si la formation se déroule une fois que vous êtes en retraite. En fait, il faut monter le dossier avant de partir en retraite. Tout à fait. Et si on est en arrêt maladie, est-ce que le CPF est quand même crédité? Et je pense arrêt maladie, et il y avait une autre question sur les accidents de travail, pareil. Alors là, j'ai pas la réponse par rapport à ça. Je sais pas si tu l'as, Delphine, mais Non, j'imagine que vous posez la question parce que vous êtes sur un arrêt long. Non, ce sera vérifié à suivre. Non. Muriel nous demandait si les CPF finançaient les bilans de compétences. Ils ne finançaient plus Oui. les bilans de compétences. Si, pour le moment, ça Oui. finance toujours les bilans de compétences. Oui, vous devez dire ça parce que effectivement, depuis quelque temps, on entend que peut-être ça ne financera plus. En tout cas, la loi non seulement n'est pas passée, mais le décret non plus. Donc pour l'instant, c'est OK. C'est ça. J'ai oublié de le préciser aussi tout à l'heure, pour toute formation financée par le biais du CPF, il y a un reste à charge pour les salariés et uniquement pour les salariés de 102,23 €. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est ça, quel que soit le coût de la formation. Exactement. Donc même si on a 5 000 € sur notre CPF et qu'on veut faire une formation qui coûte 2 000 €, on aura dans tous les cas les 102,23 € à notre charge quand on est salarié. Et pour compléter, peut-être pour avoir la majoration de 300 € là, pour les personnes qui seraient bénéficiaires de l'obligation du retour à l'emploi avec une reconnaissance de travailleurs handicapés ou qui ont un niveau inférieur au CAP. En fait, ces deux mentions-là sont de l'ordre du déclaratif dans votre compte personnel de formation. Donc, si vous ne le dites pas, vous ne l'écrivez pas ou vous ne justifiez pas notamment de votre reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, eh bien, votre compte sera crédité de 500 € par an. Et si vous le faites aujourd'hui, alors que votre reconnaissance date d'il y a déjà peut-être 3 ou 4 ans, de toute façon, ça n'est pas rétroactif. Oui, c'est important du coup de le faire assez tôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sophie? Oui, mais c'est vrai qu'ils se répondent. Nos participantes répondent entre eux. Merci beaucoup. Les droits CPF acquis dans la fonction publique étant comptabilisés en heures, comment sont calculés les droits à la formation dans la fonction publique? Eh ben, effectivement, c'est en heures, c'est différent du privé. Et c'est des heures qui peuvent être mobilisées pour se former. Par contre, on ne peut pas les utiliser comme on veut, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord en fait de sa structure pour pouvoir utiliser ces heures. Mais si vous avez, par exemple, été dans la fonction publique et que vous avez une partie de votre CPF en heures et qu'aujourd'hui, vous travaillez dans le secteur privé, donc avec un CPF en euros, eh bien, dans l'accompagnement avec un CEP, avec le Conseil en évolution professionnelle, vous comprendrez que vous allez pouvoir fusionner les deux et du coup, pouvoir utiliser le total de votre somme. Océane nous demande si le reste à charge de l'employeur peut le payer ou pas obligatoirement si on a abondé le compte pour participer à la formation qualifiante. Alors, les 102,23 €, c'est ça? Le reste à charge? Oui.
Alors, c'est possible. Alors ça, c'est pareil, c'est une négociation avec son entreprise. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font, effectivement. Tout à fait. Adèle nous demande si dans le public, c'est plafonné aussi à 5 000 euros. C'est des heures, donc c'est différent en fait. Sandrine nous demande si l'employeur a l'obligation d'informer sur le CPF. Tout à fait. Il a une obligation lors des entretiens professionnels d'informer les collaborateurs sur le CPF, sur la VAE et sur le CEP. Ok. Alors, on voulait également vous parler du compte professionnel de prévention. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Ça permet finalement d'abonder aussi le CPF. Donc, pour savoir si on a un compte professionnel de prévention, il faut tout simplement aller sur le site moncomptepersonneldeformation.gouv, donc sur le site du CPF. Si vous en avez, vous aurez donc votre montant CPF en euros, donc les 5 000 euros maximum. Et en dessous, vous aurez une ligne avec des points. Les points, ça correspond effectivement à votre compte professionnel de prévention. Le C2P, en fait, ça a été mis en place justement pour des salariés, des collaborateurs qui étaient exposés à des facteurs de risque qui faisaient que le poste, l'émission en tout cas dans lequel, ou les conditions de travail dans lesquelles le salarié était, pouvaient générer une problématique de santé par la suite. Donc, il y a différents facteurs de risque. Ça peut être le travail de nuit, ça peut être travailler dans un environnement très froid, par exemple, ou très bruyant, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a une liste qui a été élaborée pour bien définir les facteurs de risque qui sont concernés par le C2P. Et il y a également une notion de durée. C'est pas parce que j'ai travaillé une nuit dans toute l'année que je vais avoir un compte professionnel de prévention. Il faut avoir travaillé un certain nombre de nuits sur l'année pour pouvoir être éligible au C2P. Et en fait, chaque année, pour les salariés qui sont exposés à ces facteurs de risque, il y a 4 points qui sont alimentés, qui sont mis sur le compte de la personne. Ces points peuvent servir à 3 choses, soit à diminuer le temps de travail sans avoir une perte de salaire, donc pour des personnes qui peuvent arriver en fin de carrière et qui veulent justement pouvoir diminuer leur temps de travail, ils peuvent utiliser par exemple 10 points pour pouvoir diminuer de 50% la durée de travail pendant 120 jours, par exemple. Ça peut être pour permettre de partir en retraite par anticipation. 10 points est égal à un trimestre. Donc, je peux partir un peu plus tôt également grâce à mon compte C2P. Et puis, ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir abonder mon CPF. Donc, je peux utiliser ces points-là également pour un projet de formation et me permettre d'avoir une enveloppe, on va dire, un petit peu plus conséquente pour financer ma formation. Donc, un point équivaut à 500 euros. Donc, vous voyez, la personne qui est exposée au facteur de risque, elle a 4 points par an multiplié par 500 euros, ça fait 2 000 euros en plus par an, en plus du CPF. Donc, le C2P peut venir, comme on disait, abonder le CPF ou également permettre d'accéder à un autre dispositif, le PUR. J'en parle pas là, Delphine en parlera tout à l'heure. Non, c'est même moi, j'enchaîne directement avec le PUR, pardon. C'est la slide suivante. Voilà, c'est un dispositif qui est porté par Transition Pro. Antonia nous demande, alors je ne suis pas sûre de comprendre la question, est-ce rétroactif? J'ai travaillé en plasturgie avec des acides durant 11 mois en intérim. Alors, ce n'est pas rétroactif. Normalement, c'est l'entreprise en fait qui fait la déclaration directement en fait et les points sont directement mis sur le compte CPF, C2P. Enfin voilà, c'est sur le même site, mais en tout cas, c'est l'entreprise. Normalement, le salarié n'a aucune démarche à faire. C'est l'entreprise qui fait la démarche, quand il fait sa déclaration. Peut-être que les conditions, les facteurs de risque ne correspondaient pas à la liste du C2P ou que la durée ne correspondait pas non plus.
Alors, par contre, ce n'est pas rétroactif, mais par contre, quelqu'un qui a été exposé effectivement à un facteur de risque sur un précédent emploi et change d'entreprise ou de poste, va conserver son C2P et pourra l'utiliser plus tard. C'est comme le CPF, en fait. On peut changer d'entreprise, on repart avec l'argent qu'on a sur notre compte personnel de formation ou sur le C2P. Et donc, le C2P… Pardon, vas-y. Juste une dernière question. Est-ce qu'elle… Ah, attends, j'arrive pas à lire. Oh là là, c'était pas français. Est-ce que le CEP est automatique, sa mise en place ou son lancement? Le CEP? Le C2P. Le C2P, pardon. Le C2P, en fait, c'est l'entreprise qui va, comme on disait tout à l'heure, c'est lorsque l'entreprise fait ses déclarations que le C2P va être généré directement sur le compte du salarié. Après, comme je disais, c'est des facteurs de risque bien spécifiques, en fait, hein. Il y a une liste qui a été arrêtée. Il y a 4 facteurs de risque, si je me souviens bien. Et donc, c'est très restreint. Et pareil, il y a une durée, c'est très réglementé, on va dire. Voilà, il y a une durée. C'est pas parce que j'ai travaillé 2 nuits dans l'année que j'y ai le droit. Voilà, il faut avoir travaillé un certain nombre de nuits consécutives pour pouvoir être éligible, en fait, au C2P. En fait, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que tout le monde, en fait, a un compte C2P, mais il est plus ou moins alimenté. Donc, le mien, par exemple, il est à 0, puisqu'en fait, je n'ai jamais travaillé dans des conditions qui sont reconnues comme difficiles ou provoquant de l'usure professionnelle. Et en fait, c'est vraiment la situation de travail qui permet d'obtenir des points. Par exemple, dans un hôpital, une infirmière qui travaille de jour n'aura pas de points. Mais la même infirmière qui va travailler de nuit toute l'année, elle aura des points. Donc en fait, ce n'est pas le métier en lui-même, c'est plutôt les conditions dans lesquelles il est exercé qui permet de dire si vous aurez des points ou pas. Et c'est toujours l'entreprise qui doit déclarer selon vos conditions de travail. Merci. Et donc, le C2P, au-delà de l'abondement du CPF, il permet également d'accéder à un nouveau dispositif donc porté par Transition Pro de votre région. Pardon, je suis en Bretagne, du coup, voilà. Donc, Transition Pro de votre région. Et donc, le PUR, c'est donc un dispositif de prévention de l'usure professionnelle. Donc, qui permet à un salarié de pouvoir convertir ses points C2P donc, pour obtenir un financement. Et dans le cadre de ce financement-là, donc Transition Pro prendra en charge les coûts pédagogiques de la formation. Alors aussi bien la formation, mais on peut également financer un bilan de compétences ou une VAE. On peut également financer les trois. Quelqu'un qui a besoin de faire un bilan de compétences, puis une VAE, puis une formation, c'est possible. Alors dans la limite du nombre de points, bien évidemment, qu'on a sur le compte C2P. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Et pouvoir donc financer, comme je disais, une action de formation qui permette à la personne d'aller vers un emploi non exposé aux facteurs de risque. Puisque bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir se reconvertir vers un métier où il n'y a plus de risque pour l'état de santé de la personne. C'est bien ça, hein, l'objectif, puisqu'on a du C2P, parce qu'effectivement, nos conditions de travail font que, sur le long terme, on peut être amené à avoir de l'usure professionnelle. Donc là, c'est vraiment, j'utilise mes points pour pouvoir me reconvertir et faire une formation qui me permette d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risque. Voilà, je ne sais pas s'il y a des… Et un point égal, effectivement, 500 €, mais ça, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure. Pour utiliser ce que vous aurez sur votre compte C2P, vous devez obligatoirement solliciter un conseiller en évolution professionnelle, puisque en fait, il y a une validation des points que vous souhaitez engager pour financer cette formation. Plutôt des questions sur le CPF. Angéline nous demande si est-ce que le CPF est crédité lorsque le détenteur a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, licenciement éco donnant lieu à un CSP. Non, quand on est en CSP, on est demandeur d'emploi, on n'est plus salarié.
Mélanie demandait où se trouvait notre compte C2P, pour le coup. Alors, on peut le voir sur, comme je disais tout à l'heure, sur notre compte CPF. En fait, quand on va sur le site Mon compte personnel de formation, on va avoir donc le montant en euros de notre CPF et en dessous, si on a du C2P, on aura Et le c'est nombre de si on en points. a, je pense que Si on en voilà. a. Ouais. Exactement. S'il n'y a rien d'indiqué, ça veut dire qu'on n'en a pas. Ouais. Sinon, vous devez avoir de toute façon un compte que vous pouvez retrouver avec votre numéro de sécurité sociale, avec votre mot de passe. Et en fait, vous allez voir dessus que si vous n'en avez pas, vous avez 0. Et est-ce que pour les emplois en température extrême, il y a des textes qui donnent des précisions sur les conditions du C2P, j'imagine? Oui. Ouais, tout à fait. Il y a des textes. Alors, allez voir vraiment les textes .gouv.fr, c'est ce que tu disais, Cécile, tout à l'heure, pour être sûr de l'information que vous allez voir. Mais en effet, comme le bruit, par exemple, c'est un certain nombre de décibels, et bien le froid, par exemple, c'est sous une certaine température et un certain temps sous cette certaine température. Et si c'est du chaud, c'est pareil, c'est au-delà d'une certaine température, mais pendant un certain temps. Oui, oui. Tout Vous ça est allez sur le indiqué. site Ouais. compte professionnel prévention également.fr Mm. pour les informations complémentaires. Elle est peut-être un peu trop précise. Est-ce que pardon, je l'ai reperdu. Je suis formatrice en FLE, ayant travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, puis en CDDU depuis 6 ans dans le privé. Le CPF est-il utilisable pour financer une reprise d'études, type doctorat, ou quelle autre piste de financement à 41 ans? Vers qui Alors là, on ne peut pas vous répondre comme ça. Là, il faut prendre rendez-vous avec un CEP. Mais l'âge ne sera pas un critère. Et il y avait une question sur les besoins spécifiques d'une personne RQTH qui crée des situations de risque spécifiques au regard du handicap en question. Est-ce que presque des fois les questions sont... Je sais pas. Après, là, c'est peut-être à voir avec Cap Emploi, si jamais vous avez dans ces cas-là, qui pourrait aider au maintien de l'emploi avec peut-être un aménagement de poste ou des conditions de travail spécifiques. Ok. Et peut-être juste une dernière question, c'est comment cumule-t-on des points C2P? Ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que comme c'est votre entreprise qui vous déclare, si jamais vous avez un travail et la nuit et dans le froid, eh bien par trimestre, vous créditerez 2 points et par an, eh bien, vous allez créditer 8 points. Et donc les points se créditent tout seuls et s'additionnent. C'est bon. Alors, on va pouvoir peut-être comparer un petit peu le C2P. Alors, on est désolé pour les acronymes, et le PUR dont on a parlé. Donc, le C2P qui peut venir donc en abondement du CPF, comme l'a dit Cécile tout à l'heure. Donc, la formation doit bien permettre de financer un projet afin d'accéder à un emploi moins ou non exposé aux facteurs de risque. Et c'est les facteurs de risque auxquels vous étiez exposé précédemment. Par exemple, si vous aviez par exemple un C2P qui a été alimenté de points parce que vous avez travaillé dans le froid et donc ça générait par exemple une problématique de santé au niveau des articulations et que vous souhaitiez aller vers un métier qui se réalise la nuit, eh bien, vous n'êtes plus exposé aux mêmes facteurs de risque, donc ça peut être OK. Il faut vraiment regarder de façon un petit peu subtile ces fameux critères. Et donc, pour faire quoi? Donc, une formation certifiante, une VAE, un bilan de compétences, ce qu'on a dit tout à l'heure, de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, avec des coûts pédagogiques uniquement, mais c'est-à-dire que ce C2P, il vient bien avec mobilisation première de votre CPF. Et puis, ce sont toujours les mêmes règles qui s'appliquent, les règles du CPF, donc demande en ligne, etc. Donc, tout se fait aujourd'hui plutôt de façon numérique.
Et puis, de l'autre côté, dans l'autre versant, donc dans le cadre du PUR, donc c'est pour une formation qui doit permettre de financer un projet afin d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risque, donc là, plus du tout exposé, pour formation certifiante, VAE, bilan de compétences. Pour celle-ci, on ne mobilise pas votre CPF et il y a prise en charge des coûts pédagogiques et de la rémunération. Et donc là, il faut passer obligatoirement par Transition Pro. Il peut également y avoir un abondement par des fonds donc du projet de transition professionnelle, qui est aussi un dispositif mobilisable par Transition Pro. De toute façon, dans ces deux cas, et c'est ce qui est au milieu des deux cases, il est obligatoire de passer par un conseiller en évolution professionnelle qui, d'une part, va valider avec vous votre projet. Donc, ça veut dire que vous allez mobiliser vos points et votre CPF à bon escient, ou peut-être le PTP si on est dans le cas 2, mais en tout cas, qui va vous sécuriser dans votre projet. On va peut-être essayer d'accélérer parce que le webinaire va bientôt se terminer. Ah, oulala, zut. Donc, le FIPU, qui est donc un autre fonds, toujours dans l'idée de préserver un petit peu la santé des salariés. Et c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de C2P, qui auraient un C2P à 0, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres facteurs de risque qu'on appelle des risques ergonomiques. Donc, pour ceux qui seraient sur de la manutention de charge, des postures dites pénibles ou des vibrations mécaniques, ce que vous devez retenir, c'est si jamais vous êtes dans une de ces trois situations-là et que votre C2P est à 0, avec le conseiller en évolution professionnelle qui peut vous accompagner, eh bien, et après vérification du projet, on peut mobiliser un autre fonds qui vient soutenir votre projet et qui vous donne de grandes chances d'avoir un financement de votre formation. À qui il s'adresse? Donc aux entreprises toujours relevant du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'aux indépendants, aux personnes exposées aux risques ergonomiques engagées dans un projet de transition pro et aux organismes de prévention dans les branches professionnelles. Le fameux projet de transition professionnelle, donc le PTP dont vous avez peut-être entendu parler. Dans le passé, il s'appelait le CIF, le congé individuel de formation, quand c'était encore le FONGECIF. Et donc, on est vraiment là pour financer des formations de reconversion. Et donc, qui peut en bénéficier? Donc, les salariés qui sont en CDI, en CDD, les intermittents, les intérimaires, et donc tout ça sous certaines conditions. Pour des projets de formation donc, visant un changement de métier ou de profession, ça peut être de passer d'aide-soignant à infirmière, par exemple. On est quand même sur des postes proches, mais on est sur deux postes très différents, donc ça fonctionne. Pour des formations certifiantes éligibles au CPF et inscrites au RNCP ou au RS, donc on est toujours là sur des répertoires. Le CPF, il est dans ce cas entièrement mobilisé. La formation peut se dérouler sur ou en dehors de votre temps de travail. Et donc, il y a 3 volets à remplir dans ce dossier. Un volet pour vous, un volet pour l'organisme de formation et un volet pour l'employeur si la formation se déroule sur le temps de travail. Ce que vous devez retenir, c'est que votre employeur ne pourra pas refuser votre demande. Il pourra uniquement la reporter, mais sous 9 mois, jusqu'à 9 mois, j'allais dire, et une seule fois. Et il devra motiver son report. Et donc, le financement de prise en charge par Transition Pro, donc on est bien sur des prises en charge des frais de formation, la prise en charge de frais annexes, si par exemple vous avez des frais d'hébergement ou de trajet, la prise en charge de votre salaire, et la prise en charge des stages qui se feraient en dehors de l'entreprise. Voilà, et donc la prise en charge de la rémunération si c'est sur le temps de travail, évidemment. Et à savoir que le collaborateur, pendant la formation, restera toujours salarié. Donc vous allez continuer à percevoir votre salaire pendant la formation et votre employeur sera remboursé de votre salaire par Transition Pro. Juste peut-être quelques questions. Est-ce que la VAE est concernée par le PTP, si on répond rapidement? Non,
Qui paie la rémunération? Transition pro. Transition pro. Alors, non, la personne continue toujours à percevoir son salaire de son entreprise. Est-ce que le PTP est valable pour les agents du secteur public? Non. Non. Et où se renseigner pour des financements en prévision d'être en situation de chômage? Alors, il vaut mieux Elle le l'a faire pas avant. négocié en rupture. Non, elle l'a pas négocié avant. Non, mais avant de devenir demandeur d'emploi, il faut mobiliser le conseil en évolution professionnelle. C'est impératif. Ok, ça c'était pour Valentine. On peut peut-être passer à la slide Oui. suivante, Sophie. Voilà. Il y a un autre dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, qui est appelé le dispositif d'émission reconversion, qui n'est mobilisable uniquement si vous souhaitez vous reconvertir ou créer une activité. Il permet de démissionner, mais en même temps, derrière, de percevoir l'allocation chômage sous certaines conditions. Et évidemment, si vous mettez en œuvre votre projet de reconversion ou de création d'activité. Pour ça, il faut être en CDI à temps complet ou partiel et pouvoir justifier de 5 ans d'activité continue. Donc, avec plusieurs entreprises, c'est possible aussi, mais il faut vraiment que les contrats soient joints. L'employeur doit être du secteur privé et il ne faut avoir ni démarré la formation, ni avoir créé ou repris son entreprise avant d'avoir sollicité le CEP et donc avant d'avoir constitué le dossier. Toujours pareil, c'est de façon dématérialisée sur le titre de Transition Pro, voilà, qui, lui, va se prononcer sur le caractère réel et sérieux, et ensuite, le collaborateur peut démissionner. Ce dispositif-là, on est vraiment quand même sur quelque chose de très, très contraint par rapport à des étapes. Et les étapes sont vraiment à faire dans l'ordre. Donc, pour être sûr, là, c'est pareil, obligatoire de passer par un conseiller en insertion, en évolution professionnelle, le CEP. Bilan de compétences et VAE qui sont peut-être des dispositifs que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. Donc, si on veut avoir le temps de parler du CEP après, peut-être qu'on peut passer un petit peu plus vite, Sophie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Oui, tout à fait. Je suis en train de répondre en même temps un petit peu aux questions qui sont dans le chat pour aller un peu plus vite. Est-ce que tu veux que je continue sur le CEP ou tu veux prendre la main? Non, je prends la main, mais si tu peux prendre la main sur le chat. Hop, je reprends la main sur le CEP. Donc, depuis tout à l'heure, on vous parle du conseil en évolution professionnelle, effectivement. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un service d'accompagnement, en fait, qui est gratuit, qui vous permet d'avoir un conseiller référent pour travailler avec vous toutes les questions, en fait, en lien avec votre projet professionnel. C'est gratuit, qu'on soit demandeur d'emploi, salarié. En fait, ce sont les cotisations des entreprises qui financent le service. C'est un service également dont on peut bénéficier autant de fois qu'on le souhaite tout au long de sa carrière et ce jusqu'à la veille de sa retraite. Et il n'y a pas de période de carence entre deux accompagnements. Un salarié qui a déjà été accompagné en 2024 peut à nouveau être accompagné en 2025. Ce n'est pas un souci. Et c'est un dispositif également qui est confidentiel, c'est-à-dire que quand on est salarié, on n'est pas dans l'obligation de passer par son entreprise pour pouvoir obtenir un rendez-vous. C'est vraiment le salarié qui fera la démarche de contacter le service. Pour qui? En fait, il y a différents opérateurs. Donc, nous, Avenir Actif, on va être l'interlocuteur pour les salariés du droit privé et les travailleurs indépendants. L'APEC va être l'interlocuteur pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Je veux bien que tu passes les slides. Oui, pardon, excuse-moi. Et celle d'après. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de vous accompagner pour toute question en lien avec le projet professionnel. Il n'y a pas de notion d'engagement quand on prend un rendez-vous avec un conseiller. Donc, on peut très bien prendre un seul rendez-vous, on a les réponses à nos questions, on n'a pas forcément besoin ou envie d'aller plus loin. À l'inverse, on a vraiment, on a des choses à mettre en place, on a besoin de co-construire un plan d'action ensemble, et quelqu'un vous proposera des rendez-vous avec votre conseiller référent.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions en lien avec le projet pro. Donc, ça peut être prendre du recul sur sa situation, ça peut être j'ai besoin de m'informer un petit peu sur ce qui se passe sur mon bassin d'emploi. J'aimerais bien évoluer dans mon entreprise, mais je ne sais pas forcément ce que je peux faire, quels sont mes droits, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser aussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur les compétences et d'identifier ce qui pourrait justement ce qui serait possible de mettre en place, en tout cas en termes d'évolution, vers quelle mission la personne pourrait aller. Ça peut être aussi, on l'évoque là sur les formations. J'aimerais me former, je ne sais pas trop ce que je peux faire, je m'y perds un peu dans tout le catalogue de formation. Donc, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi de mettre en place? Quel financement de formation aussi est possible de mettre en place? Donc, on est là pour répondre à ces questions. C'est vrai que là, aujourd'hui, on vous présente tout ce qui existe, mais c'est beaucoup. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en fait qui existent. Et l'idée, c'est justement par rapport à votre situation individuelle, de regarder ce qui est le plus approprié, ce qui est le plus adapté par rapport à votre situation. Ça peut être aussi, j'aimerais mettre en place une VAE, une validation des acquis d'expérience. Voilà, en quoi ça peut être utile pour moi, comment ça se met en place, comment ça se déroule, quel financement également je peux mobiliser. Et puis, ça peut être pour des projets externes à son entreprise. Donc, j'aimerais créer mon entreprise, comment je m'y prends. J'aimerais me reconvertir, donc pour des projets, pour des choix personnels, mais ça peut être aussi en lien avec une problématique de santé qui fait que je ne peux plus exercer mon métier et comment donc j'anticipe et je travaille mon projet de reconversion. Et puis, ça peut être également pour les personnes qui sont plutôt en contrat dit précaire, donc CDD, contrat intérimaire ou alternant, où je sais que mon contrat ne pourra pas être prolongé parce que l'activité de l'entreprise ne le permet pas, comment j'anticipe ma recherche d'emploi, ne pas attendre d'être inscrit à France Travail pour pouvoir être à nouveau dans cette recherche d'emploi et l'idée étant de pouvoir raccourcir, on va dire, la durée d'inscription à France Travail ou voire de ne pas du tout être inscrit si on a la chance de pouvoir cumuler des contrats. Donc, vous voyez que c'est vraiment pour répondre à toute question en lien avec le projet. Tu veux reprendre la main, Delphine, ou je continue? Vas-y, continue, je gère le chat. Ça marche. Alors, comment ça se passe concrètement? Comme je disais, c'est la personne, c'est le salarié qui prend contact en fait avec nos services. Donc, il y a un numéro vert qui vous sera, un numéro vert par région que vous pouvez trouver sur le site internet qui vous sera transmis tout à l'heure. Donc, vous appelez ce numéro vert, vous allez avoir une chargée d'information au téléphone qui pourra vous proposer un rendez-vous à l'agence la plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Les rendez-vous peuvent également se faire en distanciel si c'est plus facile pour vous. Ce premier rendez-vous dure en moyenne 1 heure à 1 heure et demie avec un conseiller qui deviendra votre conseiller référent et qui vous accompagnera tout au long du parcours. Sur ce premier rendez-vous, c'est vraiment important de bien connaître votre parcours professionnel, vos attentes par rapport au rendez-vous, mais aussi par rapport à l'accompagnement. Pourquoi vous êtes venu nous voir? Quelle est votre situation? Quelles sont vos attentes? L'objectif pour vous, pour pouvoir déjà vous apporter un premier niveau d'information. Et puis surtout pouvoir co-construire avec vous le parcours d'accompagnement qu'on pourra vous proposer. Et donc, par la suite, si vous souhaitez continuer, vous pourrez avoir de nouveaux rendez-vous avec votre conseiller référent. Vous pouvez également avoir des démarches à faire entre les rendez-vous pour vous permettre d'avancer un petit peu plus vite, on va dire, sur le projet. Et donc, en résumé, ce sont des rendez-vous individuels qui vous sont proposés donc avec votre conseiller référent, des ateliers collectifs également qui peuvent être proposés en fonction des besoins. On met également à disposition des ressources en ligne par le biais d'une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des outils complémentaires. Et on est là également pour vous mettre en relation avec les partenaires sur le bassin par rapport à vos problématiques, situations. Donc, en partenaire, ça peut être Transition Pro, ça peut être la GFIP, Cap Emploi, etc. Voilà, en fonction des situations et des besoins. Et là, vous voyez affiché donc, le site internet moncep.org où vous pouvez retrouver toutes les informations et surtout les numéros verts donc, en fonction de la région où vous êtes.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui restent ou si vous avez pu y répondre. Il y a Corinne qui pose une question intéressante sur est-ce que quand on est employeur, est-ce qu'on peut contacter un conseiller CEP pour qu'il nous aide à apporter des conseils aux salariés? Alors, en tant que référent, du coup, nous, on peut intervenir auprès des employeurs, effectivement. Donc là, l'idée, c'est plutôt alors, vous pouvez appeler les numéros verts et puis après, les chargés d'infos mettront en relation avec les référents. Mais là, c'est plutôt nos missions à nous, où nous, on peut aller directement rencontrer les entreprises, effectivement, pour présenter le service du CEP. Alors, soit au service RH, ça peut être à la direction, ça peut être aux managers, ça peut être aux élus du CSE ou directement auprès des salariés. Enfin voilà, on s'adapte. Ça peut être fait en plusieurs fois aussi, c'est possible, en présentiel ou sous format webinaire. Mais en tout cas, effectivement, c'est notre rôle et on peut venir informer sur le service et c'est une présentation qui est gratuite aussi. Je le précise parce que j'ai souvent la question des entreprises, est-ce que c'est payant ou pas? Non, non, c'est gratuit également. On peut venir vous présenter le service sans problème. Il y a Anna qui avait posé une question sur le dispositif d'émission reconversion. Est-ce que la condition des 5 ans continue? Quel écart est possible quand on change d'entreprise pendant cette période? Existe-t-il un simulateur? Oui, il y a un simulateur, effectivement. Mais ça, c'est pareil, c'est le rôle du CEP. En fait, quand vous prenez rendez-vous, on va regarder les différents dispositifs. Si effectivement, c'est celui-ci que vous souhaitez mettre en place, le démission pour reconversion, la première chose qu'on va faire, c'est regarder votre éligibilité et regarder effectivement si vous avez bien les 5 ans de travail en continu et on va aller utiliser le simulateur de France Travail pour vérifier ça. Carole qui demande si on peut faire un PTP et cumuler avec un dispositif d'émission reconversion. Oui, alors j'avais répondu un petit peu plus haut, Carole, mais c'est Ah oui. pas très, très grave. En fait, c'est effectivement dans ce sens-là que vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer monter un dossier PTP pour vous reconvertir et ensuite décider de monter un dossier dans le cadre du dispositif d'émission pour créer, par exemple, une activité dans ce nouveau domaine. Mais par contre, vous ne pourrez pas monter un même dossier, un PTP et un démissionnaire pour une reconversion, pour la même formation de reconversion. Non, là, le Transition Pro va vous demander de choisir, puisqu'en fait, ce sont les deux qui vont, par la commission, étudier vos dossiers. Effectivement, je pense qu'on peut peut-être répéter, Sophie, que pour contacter les référents du CEP, ça c'est valable pour tout le monde et quelle que soit votre région, quel que soit le lieu d'où vous nous voyez, en fait, c'est toujours mon-cep.org et ça vous permettra de voir sur quelles agences vous pouvez être reçu ou ça peut être également en distanciel, mais vous aurez le numéro de téléphone qui vous permet de contacter le CEP de votre région. On va terminer ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation. Et vous aurez donc accès au replay sur notre chaîne YouTube La Semaine de l'évolution professionnelle. Merci à toutes Merci à vous. et à tous. Merci beaucoup. Au et revoir. C'était pas grave, Carole. Tout va bien, Carole. Merci, au revoir.